Hop. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors j'espère que vous avez passé une très bonne année. Effectivement, je n'ai pas streamé jeudi, puisque c'était le premier. Voilà, et le premier, je suis resté chez moi, tranquille. Euh, Merci Studebaker pour le sub. Et donc voilà, je reprends tranquillement aujourd'hui devant vous, avec au programme une situation internationale qu'il faut qu'on évoque. Quand même, j'en ai beaucoup parlé sur Instagram. Ça fait que j'ai été un aimant fou du bus. Visiblement, les gens sont, je sais pas, d'élus. Voilà. Euh, Je vais vous faire aussi un planning vite fait de ce qui va se passer cette année, au moins sur les 6 premiers mois. Sans forcément toujours trop rentrer dans le détail, mais quand même un petit peu. Et avec quelques annonces tonitruantes, bien sûr. Et, euh, et voilà, quoi. Et voilà, donc si vous voulez, on va commencer par Donald Trump, en fait. Voilà. Euh, Nicolas Maduro a été enlevé. C'est quand même un truc de fou, ça. Avec sa femme. Opération spéciale Caracas, bombardement, entre 60 et 100 morts, hein, j'ai lu quand même. Opération spéciale. Alors après que quand même Trump ait menacé à plusieurs reprises Maduro. Maduro, d'ailleurs, il y avait une image de lui qui date d'il n'y a pas très très longtemps, où il s'était adressé en anglais, dans un anglais très rudimentaire, où il disait No war, no war, no war. Américains, ne nous faites pas la guerre. Il n'y a pas besoin de faire la guerre. Maduro qui avait été élu sur, bon, on peut le dire, peut-être pas une liesse populaire incroyable, sur un soupçon quand même très fort d'irrégularité d'élection, et qui, voilà, c'est attesté, hein, est quelqu'un qui a une vision très autoritaire du pouvoir et qui applique cette vision en ne respectant que très peu les libertés fondamentales de son peuple, hein, vraiment pour le dire de manière très succincte, et sans forcément rentrer trop dans le détail. Voilà. Euh, Donald Trump l'avait dit, hein, il voulait ramener le pétrole du Venezuela dans le marché américain. Voilà. Alors pourquoi? On va en parler peut-être juste après. Donald Trump avait commencé à bombarder des bateaux, hein, souvenez-vous, des bateaux de narcotrafiquants, ce qui était déjà quelque chose de choquant en soi, hein. A explosé des bateaux, même d'ailleurs, je crois il y avait eu des victimes collatérales, des bateaux suspectés de transporter de la drogue. On rappelle juste entre parenthèses que le Venezuela n'est pas du tout le premier exportateur de drogue à destination d'Amérique du Nord. Ça se situe plutôt production et transport du côté de la Colombie et de l'Équateur, hein, visiblement. Et pour tout ce qui est fentanyl même, qui est le principal scandale sanitaire en ce moment, hein, aux États-Unis, ça vient même pas d'Amérique du Sud. Mais bon, peu importe. Voilà, après via le Mexique, etc. Bien sûr, oui. Bon. Le truc, c'est que il fallait quand même un prétexte, comme il a fallu à George Bush les fameuses armes de destruction massive pour pouvoir frapper en Irak. Il fallait à Donald Trump une raison d'intervenir chez Maduro. Visiblement, ça s'est fait quand même très rapidement, hein, il avait quand même offert 15 millions de dollars. Les renseignements, ils les achetaient quand même 15 millions de dollars. Donc je pense qu'il y a une partie là actuellement au Venezuela qui se mettent bien et qui peuvent aller refaire leur vie tranquille à l'étranger, a priori. Hein. A priori, ça vient quand même d'informations de l'intérieur. Bon, peu importe. Peu importe qu'en réalité, ce qu'on pense de Maduro, ce qu'on pense du régime là-bas. Voilà. Mais Maduro était un dictateur. Moi, j'ai pas de problème à le dire, hein. Vraiment. Mais c'est un dictateur surtout de l'autre camp, en fait. Parce que des dictateurs, on en a dans la sphère occidentale. Et ça pose pas de problème, on remarquera.
Donc Maduro s'est fait kidnapper avec sa femme, enfermé en prison aux États-Unis pour être jugé, paraît-il, aux États-Unis dans un procès qui sera peut-être très médiatisé, peut-être qui nous en apprendra peut-être beaucoup sur le système judiciaire américain aussi et sur la vision de Trump du pouvoir. Ça, bon, ça c'est une autre chose. Le principal intérêt, c'est de ramener donc du coup le Venezuela dans le marché américain, parce que le Venezuela vendait l'essentiel. Alors, le Venezuela, c'est quand même 80%, je crois, de son PIB dépend des exportations de pétrole. Et il exportait massivement vers la Chine. Donc, en fait, quand vous y regardez, ça a l'air de rentrer. Bon, je ne suis pas expert international, mais ça a l'air quand même de rentrer dans son histoire de guerre commerciale contre la Chine. Voilà. Sans trop s'avancer, je pense que quand même ça ressemble pas mal à ça. Alors, il y a quand même fondamentalement un problème. Moi, j'ai écouté, hier j'ai allumé BFM TV. Il y a une Vénézuélienne qui est là depuis 30 ans en France qui dit que c'est incroyable, que c'est génial. Bon, ça fait 30 ans qu'elle est là en France, donc ce qui se passe au Venezuela, je suis pas sûr que c'était la plus qualifiée pour en parler. Mais quand bien même les Vénézuéliens seraient très contents de se débarrasser de Maduro, à quel moment, en fait, c'est une bonne nouvelle qu'une puissance étrangère décide d'intervenir chez toi et de changer le régime qui est en place. Parce que ça s'appelle de l'impérialisme. Pour avoir beaucoup joué, vous le savez, c'est ce que j'ai dit sur Instagram, à Victoria 3, à Hearts of Iron, à Europa Universalis, je connais très bien la logique. C'est ce que je fais quand j'ai plus de pétrole dans mon marché, plus de caoutchouc, que je veux faire baisser le prix et que je veux augmenter le niveau de vie de mes citoyens dans mon pays. C'est le genre de truc que je fais pour très peu d'infamie tant que les puissances voisines n'interviennent pas. Vraiment, ça m'a l'air d'être un truc un peu basique. Le fait que Macron ait à moitié félicité les États-Unis, le fait que Barrault, là, il n'ait pas eu un mot à dire sur les États-Unis dans toute cette histoire, en mode on est content que le peuple soit libéré. Déjà, ça vous dit quelle aurait été la ligne de Macron pendant la guerre en Irak. Voilà. Déjà. Et on a, en fait, c'est pire que tout. C'est pire que tout. Bon, on savait qu'Emmanuel Macron est un Américain mental. Qui n'a pas grande estime de la diplomatie française, on le savait déjà sur tout ce qui a été les réformes du corps diplomatique français, etc., qui ont été menées sous Macron. Comment est-ce qu'on justifie qu'on félicite une opération, une telle ingérence étrangère, alors qu'en même temps, on s'érige comme les garants des principes internationaux et du droit international pour essayer de taper sur les doigts à la Russie et à la Chine. Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait, en fait ? Bon, déjà, on n'était plus très crédible sur Israël. Avec la Palestine, déjà, c'était compliqué. Mais là, juste comment est-ce qu'on fait, quoi ? Vraiment, moi, je ne comprends pas. Et ça, c'est le principal point sur lequel j'ai insisté. Quand j'en ai parlé sur Instagram, parce que tout le monde me dit oui, mais est-ce que vous pensez aux Vénézuéliens ? Mais en fait, Donald Trump, il pense pas aux Vénézuéliens, enfin, juste qu'on soit d'accord. Il a plus ou moins fait comprendre qu'il voulait piloter le pays, le Venezuela, depuis les États-Unis. Exactement ce que quand même Vladimir Poutine a essayé de faire avec l'Ukraine. C'est-à-dire qu'à la base, le bail, il était simple. Poutine, il a envoyé son gigantesque convoi, souvenez-vous, son gigantesque convoi sur Kiev, on disait dans 3 jours c'est réglé. Ils chopent Zelensky, ils ont envoyé un commando pour l'assassiner. On chope Zelensky, on le tue, et à la place, on met un régime pro-russe. C'est exactement ce que Trump est en train de faire au Venezuela. Comment justifier que quand c'est la Russie, au nom de principes supérieurs de diplomatie, ce soit inacceptable, et quand c'est Trump, on applaudit, quoi. On applaudit. C'est un truc de fou, je ne comprends pas. Et comment imaginer que la Chine et que la Russie ne vont pas saisir l'occasion pour en fait faire la même chose en disant mais regardez, les Américains le font bien. Enfin, je comprends même pas. Et en fait, alors du coup, la souveraineté française dans tout ça, même ou la souveraineté européenne, on passe alors non seulement on passe quand même pour des guignols,
Parce que moi, qu'est-ce que je réponds ce matin? Qu'est-ce que je dis ce matin? Ce matin, je dis quand Trump va vouloir faire la même chose avec le Groenland, qui est quand même sous souveraineté danoise, c'est-à-dire sous souveraineté de l'Union européenne, comment est-ce qu'on va réagir? Parce que là, vu qu'on applaudit des deux mains, est-ce que vous croyez que Trump, qui nous respecte absolument pas, qui nous chie à la gueule, qui a complètement rompu avec la politique diplomatique qu'il avait à l'égard de l'Europe, enfin que les États-Unis avaient à l'égard de l'Europe, est-ce que vous croyez qu'il va pas se permettre de le faire? Et en fait, c'est fou parce que j'ai dit ça ce matin. Cet après-midi, il y a la femme d'un conseiller de Trump qui a posté une image du Groenland sur fond de drapeau américain avec écrit Soon. Donc je traduis, pour ceux qui ne savent pas parler anglais, bientôt. Sous-entendu, bientôt, on annexe le Groenland. La même chose. Mais étant donné qu'on est des clébards, qu'est-ce qu'il peut faire pour occuper le Groenland? Même si on voit plein de troupes, il va se passer quoi? Il se passera rien parce qu'on le laissera faire. Surtout que les Danois sont aussi des Américains mentaux. Même après s'être fait menacer de se faire voler le Groenland, ils ont renouvelé le contrat là pour acheter des avions de chasse et c'est demeuré là. Quoi faire, ceci dit? Défendre militairement le Groenland. Désolé, au bout d'un moment... En fait, là, on est dans une situation internationale où les États-Unis, les Russes et les Chinois font preuve d'un impérialisme fou, de plus en plus débridé, et où nous, on donne les bons points. Sur des critères qui sont absolument pas objectifs. Ils l'ont jamais été. Hein. Alors ensuite, sur la question, ils veulent aller forêt, gage de schiste, minerais, etc. Blablabla. Ensuite, sur la question de oui, mais bon, c'est bien d'aller libérer les peuples opprimés. Qu'attendons pour intervenir en Arabie Saoudite alors? Exemple que j'ai pris sur Instagram, ou au Qatar, ou j'en sais rien, moi. Après, on s'est quand même posé la question de le faire au Yémen, hein, je vous rappelle. Je vous rappelle que moi, j'ai un peu suivi ce qui se passait au Yémen il y a quelques mois, et j'ai appris que la France s'est quand même posé la question d'intervenir militairement au Yémen pour sécuriser les actifs de Total, donc avec la Légion étrangère. Donc ça, la France s'est quand même posé la question, pas pour les bonnes raisons, hein, de sécuriser le Yémen. Oui. Il y a plein de pays qui sont problématiques et qui... Il y en a même, vous savez, il n'y a même pas besoin d'aller très loin. Genre, du coup, est-ce qu'on n'y crée pas Orban en Hongrie, quoi? Le gars qui veut refaire les accords de... On rappelle que ce gars veut refaire les accords de Minsk. Et les accords de Prague. Pas les accords de Prague, les accords de Budapest. Il veut revenir sur tout. Notamment en revenant sur les accords de Budapest, les premiers accords de Budapest qui, du coup... confirmait la souveraineté ukrainienne sur le territoire ukrainien, Orban voulait revenir dessus et voulait quand même inviter Poutine chez lui. Est-ce qu'on n'irait pas du coup virer Orban? Il est chez nous, il respecte pas les règles européennes, il joue contre nos intérêts aussi. Voilà, du coup, on peut faire une liste. Mais je suis pas. L'idée n'a jamais été de défendre des gens. L'idée a toujours été de garantir et de sécuriser des régimes acquis à nos causes. Quand je dis à nos causes, c'est rarement la celle des Français au passage. Enfin, nous, on prend le Front d'Afrique, mais on le fait différemment, le Front d'Afrique. Quoique là, l'opération, j'ai regardé la dernière vidéo du Monde en carte sur la situation au Mali, elle est assez éclairante, puisque le Mali va probablement tomber sous les forces djihadistes. Ça a l'air de prendre cette direction-là quand même. Donc on verra, mais bon. Et voilà, c'est ce que la Russie, c'est la carte qu'ils avaient jouée. Il faut virer les Français d'Afrique parce qu'ils font n'importe quoi et que c'est pas à eux de le faire. Et puis en plus, ils ont envoyé Wagner, qu'ils ont renommé Africa Corp. Et puis ça a l'air de partir en vrille là-bas. Et bon, tu fais quoi, monsieur? Et donc, donc si jamais le critère aussi de oui, mais il est mal élu. Les élections ont peut-être été truquées, ont sûrement été truquées d'ailleurs.
et il ne représente pas la majorité des idées de son pays. Bah, invitons alors à ce compte-là Poutine à renverser Emmanuel Macron. Enfin, Emmanuel Macron est un président mal élu. Son gouvernement ne dispose pas de la majorité absolue au Parlement. Emmanuel Macron a refusé d'appeler le NFP au pouvoir ou d'essayer de trouver des accords pour pouvoir avoir des textes plus consensuels. Il me semble tout à fait correct. Il faut libérer le peuple français d'Emmanuel Macron, appelons la Russie. Russie qui décidera de nous transformer en protectorat et de mettre quelqu'un acquis à sa cause, mais bien sûr acquis à la nôtre, parce que c'est très important. Qu'est-ce que tu fais, le chat? Enfin, pour moi, est-ce que vous accepteriez cette situation? Ben, évidemment que non. Et en fait, moi, ce que je ne comprends pas, c'est tous les droitards. Les droitards, les gens d'extrême droite qui nous disent... Parce que, pour moi, il n'y a même pas de question de droite ou de gauche dans cette histoire, dans le sens où on a quand même un minimum envie de garantir notre mode de vie, notre indépendance, et on peut dénoncer cette intervention pour des motifs tout à fait différents. La question de l'impérialisme, bien sûr, mais même si jamais vous êtes un bandeur de France, vous êtes un bandeur de la gloire passée de notre empire et ce genre de trucs, mais à quel moment ça vous satisfait qu'on suce un gars qui nous chie à la gueule et qui, dès l'instant qu'il le pourra, nous la mettra vraiment bien profond? À quel moment vous trouvez que c'est un scénario satisfaisant? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ils se sentent pas concernés. Ouais, tout comme l'extrême droite qui enfin, désolé du parallèle et du point Godwin aussitôt, mais comme l'extrême droite qui, dans les années 30, applaudissait des deux mains quand Mussolini faisait son opération en Libye ou en Éthiopie, et qu'Adolf Hitler était en train de vouloir annexer la moitié de l'Europe de l'Est. On se sentait pas concerné. Jusqu'à ce qu'on se fasse envahir. Jusqu'à ce qu'on se retrouve dans une situation où, bah, en fait, tant qu'on l'arrête pas, le gars il continue, quoi. Ah non, mais on est vraiment devenus des Américains mentaux, Et en fait, c'est pas très étonnant. C'est même assez classique. C'est assez classique et assez symptomatique des élites européennes qui se sont toutes formées dans des universités ou dans des écoles aux valeurs anglo-saxonnes, sinon même directement situées sur le territoire britannique ou américain. Et ça, j'ai une vidéo qui va en parler de ça, là, j'en parle dans mon livre, dans le dernier chapitre de mon livre. C'est une doctrine qui a été réfléchie par les États-Unis là-dessus, de celle et des Britanniques, de celle de former l'élite de l'Occident pour la rendre acquise à ses intérêts. C'est pas quelque chose de super surprenant, c'est même pas quelque chose de particulièrement complotiste que de dire ça, parce que c'est quand même un retour qu'on m'a fait. C'est littéralement ce que la France faisait historiquement avec les populations, avec l'élite africaine, avec la bourgeoisie africaine. On formait la bourgeoisie africaine dans nos universités à nous, et elle repartait avec des connivences, des amitiés et des réseaux de financement qui nous permettaient de garantir la mainmise sur ces pays. Donc c'est quelque chose qui est vieux comme le monde. Hein. Donc voilà. Donc on était déjà plus crédible, la France, sur le dossier israélien-palestinien. Ça, de toute façon, on l'avait un peu tous compris. Hein. Et là, on est d'autant moins crédible. C'est genre juste, on est des suceurs, quoi. À quoi bon, j'ai envie de vous dire, à quoi bon réarmer la France? À quoi bon essayer de retrouver une forme de souveraineté militaire, de faire la défense européenne, si c'est pour qu'on suce les États-Unis à la moindre dinguerie qu'ils fassent? Hein. C'est vraiment, ça n'a aucun sens. Hein. Autant directement se mettre sous tutelle et se faire vassaliser, quoi. Enfin, vraiment. Moi, ça me rend fou, quoi. On peut pas se battre contre l'armée US, c'est impossible. Si l'Europe avait déjà une présence militaire au Groenland, actuellement, suite aux menaces de Trump, ce serait à Trump de prendre la décision d'attaquer le Groenland et donc du coup d'attaquer l'armée européenne.
C'est comme ça que je le vois. C'est sûr que ça sert à rien d'intervenir après coup. Mais il faut se défendre. Aujourd'hui, l'Europe, elle doit se défendre de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Vraiment. On est foutu donc. Je sais pas si on est foutu, mais va quand même falloir infléchir sur cette politique. Après, moi, enfin, le truc, c'est qu'il y a quand même deux grandes inconnues dans cette histoire. C'est qu'adviendra-t-il du Venezuela après Maduro, parce que tout le monde est content pour l'instant, tout comme tout le monde était content pour la Libye quand Kadhafi, quand on a été chercher Kadhafi, et l'Irak quand on a été chercher, comment dire. Saddam Hussein, et même, j'ai envie de vous dire, quand la révolution a éclaté en Syrie aussi, ça a quand même surtout donné de l'instabilité, voire même l'État islamique, notamment, puisque, alors je vous refais de tête, mais une partie des cadres de l'État islamique étaient des gens qui avaient participé au conflit de la guerre en Irak contre les États-Unis. Donc bon, voilà. Il faut s'installer dans quel empire si on veut bien s'en sortir. Bah j'en sais rien, parce que moi il y a un truc aussi qui me rend zinzin, c'est que cette putain d'extrême droite de demeurer en France, que l'extrême droite c'est vraiment, pour moi je suis désolé, c'est vraiment un parti de demeurer. Leur grand combat en ce moment, c'est la privatisation de l'audiovisuel public et la suppression de toutes les aides à la création pour la vie culturelle et audiovisuelle en France. Littéralement, ça revient, alors je vais pas vous l'expliquer parce que ça prendra un peu de temps, ça revient à décider qu'on produirait plus rien sur place et qu'on allait tout importer des États-Unis. Et qu'on allait tous devenir des Américains mentaux. C'est ce que les Pays-Bas ont fait, c'est ce que la Suède a fait. C'est ce qui fait que ces pays n'ont plus du tout, désolé, doctrine autonome et ce ne sont plus du tout des puissances culturelles où que ce soit, quoi. Vraiment. Donc parce que c'est vraiment ce à quoi ça revient. On se retrouve avec une balance commerciale ensuite déliramment basse, avec l'obligation d'importer tous les produits en fait, ça renforce l'impérialisme culturel américain. Voilà. Et nous, ça décide qu'on dépose les armes. C'est vraiment. Et ces gens-là nous défendent l'idée que c'est eux qui défendent vraiment la culture française. Non. Ils défendent notre mise sous tutelle et ils défendent en fait la destruction de la culture française. Enfin, genre, c'est ce qu'ils défendent. Sarah Knafo, par exemple, c'est ce qu'elle défend. Genre, vu la qualité des productions culturelles françaises, bon débarras. Bah, j'en fais partie, donc je vais vraiment mal le prendre. Et vous savez quoi ? Enfin, même si t'es de droite, c'est absolument débile de dire ça. Puisque tout ce qui est produit en France et qui génère du coup du revenu et de la recette fiscale en France, en plus de ce qu'elle peut générer à l'étranger, c'est de l'argent du coup qui circule et qui stimule vraiment la vie culturelle locale. Alors que quand vous allez regarder Avatar, c'est bien sympa, le pognon c'est un aller simple vers les États-Unis. Parce que les Américains, ils achètent pas la production culturelle française. Les Américains, ils ont une doctrine de non-achat des produits culturels étrangers, mais de réadaptation et d'appropriation des produits culturels étrangers. Juste. De cas où ça vous aurait échappé. Par culture, ils entendent tradition. Oui, mais même pas. Même pas. Et puis il y a plein de... En fait, mais même si on fait... Mais j'ai envie de vous dire, même si on finance Enfin, vaut mieux des films français de mauvaise qualité financés en France et développés en France que la moitié des films américains qu'on importe qui sont de très mauvaise qualité et qu'on continue d'aller voir. Et je suis désolé, moi... Si vous visez le dernier film raciste, bizarre de Christian Clavier, je suis désolé, mais les Marvel, c'est des mauvais films, quoi. Enfin, vraiment, moi, je rentre là-dedans. Ça nous irrigue depuis 20 ans. C'est de la merde, vraiment. C'est fait pour vous vendre des jouets à Noël et tous les produits dérivés à la con. Mais ça, au moins, on peut reconnaître qu'on n'a pas trop de produits dérivés Christian Clavier, quoi. Voilà.
Et d'ailleurs, on peut faire même ce débat de côté. Regardez quand Netflix commence à injecter du pognon et se retrouve à diffuser mondialement des séries, en fait, ils les aseptissent de fou et elles perdent vraiment saveur, tu vois. Bon. J'aime pas le cinéma américain, mais c'est pas prendre les gens un peu de haut de dire ça. Que les Marvel, c'est de mauvais films. Non, mais les Marvel, c'est de mauvais films. Après, ça peut être des bons divertissements, mais c'est pas des très bons films. C'est pas des intrigues incroyables. C'est des produits commerciaux. Enfin, les films américains, je suis désolé, mais pour le coup, le cinéma américain, pour une bonne partie du cinéma américain, il fonctionne. Vous savez, c'est les producteurs qui ont les derniers mots, et les producteurs, eux, ce qu'ils visent, c'est la rentabilité. Et les films sont construits avant tout pour générer de la recette commerciale. Le film, il est rentable, quoi. Il faut qu'il soit rentable à tout prix. En France, on peut accepter que des films ne le soient pas parce qu'ils ont une part de financement public, mais parce que on considère qu'ils doivent être, que c'est important de les financer, c'est important qu'ils existent. Dans les pays dans lesquels il y a eu une baisse ou une coupe totale de l'audiovisuel national, est-ce que ça peut engendrer pour les youtubeurs culturels et politiques? Alors, là-dessus, ça date un peu. Il y avait quelques chiffres qui étaient sortis il y a peut-être 2 ans. On est le pays d'Europe avec le plus grand nombre de chaînes. Enfin, genre le ratio habitant en chaîne de plus de 100 000 abonnés, genre on est le plus haut taux et de très loin d'Europe. On a une production culturelle numérique extrêmement dynamique et on est presque des ovnis si on compare à beaucoup de pays voisins. 2 raisons essentielles. La première raison, c'est quand même on a une autonomie de création et on a un écosystème de création qui est quand même assez fort. On s'exporte mal. En plus, c'est même pas très vrai. Alors, sur l'économie numérique, peut-être, mais sur le cinéma, c'est même pas vrai. Le cinéma français s'exporte relativement bien. Par exemple, vous saurez que les Astérix, ça s'exporte très bien en Chine. Voilà. Et ça fait beaucoup de pognon là-bas. Des films, pardon, du coup, je refermerai la parenthèse après, mais des films comme Monte Cristo, ou j'en sais rien, moi. Putain, le truc de Dumas, Les Trois Mousquetaires et tous ces films qui s'exportent plutôt bien à l'étranger et qui continuent de vivre pendant longtemps, notamment grâce aux diffusions étrangères. Donc c'est même pas vrai. Oui, les comédies françaises s'exportent mal, ça par contre. Mais elles n'ont pas pour but de s'exporter en fait. Enfin, les comédies françaises, elles sont très référencées culturellement, elles n'ont pas du tout pour but d'être exportées. Et en plus, certaines d'entre elles sont vraiment exportées. Genre les taxis existent en Allemagne, sont diffusés en Allemagne, etc., etc. Bon, peu importe. Sur la création culturelle en France, en fait, oui, effectivement, on a une création, et sur la création culturelle francophone européenne, même d'ailleurs, plus précisément, on a une relative indépendance déjà, notamment parce qu'on utilise tous le français. Et du coup, ce socle fait qu'on a pu avoir du fit and fun, des stimulations, des rencontres, des conventions. Ce genre d'événements n'existe pas dans beaucoup de pays. Tout simplement parce que déjà, par exemple, une bonne partie des créateurs allemands, à l'image de leur cinéma, produisent du contenu anglophone à destination d'une diffusion internationale. Du coup, ça dilue vachement ton public. Au passage, quand tu crées en anglais, quand tu crées en anglais, tu n'as pas accès avec la même facilité au marché anglophone que des anglophones natifs. Ça, faut le savoir aussi. Ça, c'est un trompe-l'œil. Et c'est un trompe-l'œil qui est facile à voir. C'est-à-dire que, par exemple, je vais vous poser la question, vous allez tout de suite comprendre le parallèle, combien de créateurs sénégalais francophones vous suivez? Pourtant, moi j'ai un pote qui fait des vidéos au Sénégal et qui fait pas mal de contenu en rapport avec le Sénégal, et ils ont toute une scène au Sénégal qui est particulière. Notamment, ils consomment énormément d'animés, et qui s'appelle Thomas Holland, et qui en parle un peu, que c'est de visibiliser ça. En fait, non, c'est pas parce qu'ils produisent du contenu en français que vous y avez accès et que vous le consommez. En fait, c'est pareil pour le contenu anglophone. Dans le contenu anglophone, c'est pas que des barrières algorithmiques, c'est aussi des logiques culturelles. C'est aussi des logiques culturelles, c'est des logiques d'impérialisme culturel. Voilà, bon, peu importe. Il y a PewDiePie comme contre-exemple. Mais il y a toujours 2-3 contre-exemples. Ça, c'est envie de vous dire, il y a toujours 2-3 contre-exemples. D'accord. Après, PewDiePie, je crois qu'il n'habite plus du tout en Suède. Lui, c'est complètement internationalisé. Parce qu'au bout d'un moment, aussi, les talents qui ne sont pas issus des sphères culturelles dans lesquelles ils réussissent finissent par les rejoindre. Ou finissent par en embrasser les logiques, et en tout cas ne restent pas dans la leur. Il y a 2 exemples à ça. C'est par exemple des gens qui vont cartonner aux États-Unis, en fait, vont finir par s'y installer. Et des Africains
qui sont de nationalité de pays africains qui cartonnent en France, en fait, sont installés en France ou à proximité. En cas de Gims, c'est au Maroc, par exemple. Parce qu'en fait, ils se rapprochent du marché où ils cartonnent le mieux. Peu importe. En tout cas, en France, l'exception culturelle et le fait qu'on ait quand même en partage, du coup, c'est logique et qu'il y a un écosystème, en fait, qui naît, un écosystème économique, culturel, toute une culture qui naît de ça, favorise en l'occurrence un écosystème de création. Cet écosystème de création, il concerne évidemment aussi la création, l'émergence de médias numériques indépendants, et aussi du coup l'émergence de contre-discours et de contre-culture. Ce qui est beaucoup plus complexe quand vous n'avez pas cet écosystème. Donc après, il y a beaucoup de Québécois qui produisent en anglais aussi. Quelques Québécois qui vont produire en français vont pouvoir se faire absorber d'ailleurs dans ce truc français, voilà. Mais beaucoup en fait produisent en anglais. Mais c'est ce qui fait que en Allemagne, vous n'avez pas de grande convention des créateurs allemands, quoi. Où ça a peut-être existé, mais c'est relativement marginal. Et en fait, c'est à l'image de leur cinéma. Le cinéma, par exemple, italien, le cinéma allemand, après la Seconde Guerre mondiale, ça c'est. Alors le cinéma italien, c'est un peu plus tard, dans les années 80. Mais dans le cinéma allemand, après la Seconde Guerre mondiale, le cinéma allemand, c'était peut-être le cinéma le plus produit, le plus financé, le plus consommé d'Europe avant la Seconde Guerre mondiale. Ils sont relous. Et puis après la Seconde Guerre mondiale, on aura dynamité leur industrie cinématographique. Le cinéma italien, c'est beaucoup plus tard. Mais le cinéma italien s'est effondré, parce que le cinéma italien a pu connaître vraiment de bonne gloire avec des bons films d'exportation dans les années 70. Mais il s'est effondré un peu avant les années 2000, quoi. Ils sont vraiment partis aussi sur un grand recul du financement du cinéma, et en fait ils se sont fait bouffer, ils se sont fait absorber. Voilà. Derrick le clown, c'est pas des séries allemandes. Si, mais c'est pas. Les Allemands ne pèsent pas lourd dans l'exportation, dans le marché culturel en fait. Si jamais vous regardez les balances exportation-importation sur le marché culturel, la France s'en sort très bien. Alors ce qui s'en sort le mieux, évidemment, en Europe, c'est les Britanniques. Mais il y a les chiffres dans mon bouquin. Les Britanniques exportent massivement leurs produits culturels, c'est une balance commerciale qui est démentielle, qui est énorme. Mais j'ai une vidéo encore une fois qui va en parler de ça bientôt. Les pays qui ont les balances commerciales les plus négatives, balance commerciale culturelle, c'est Pays-Bas, les pays scandinaves, je crois la Norvège tout particulièrement, et la Suisse par exemple. La Suisse, l'essentiel du paysage culturel suisse, c'est dans la partie francophone des produits francophones venus de France. Ce qui fait quand même, au passage, c'est un outil de soft power qui est incroyable. C'est pour ça que la droite, je ne comprends pas que la droite et l'extrême droite ne le défendent pas, parce que dans leur logique impérialiste, ça va avec normalement. Ça donne un soft power incroyable quand les Belges et les Suisses sont rués sur la situation politique française et qui connaissent mieux ce qui se passe en France que ce qui se passe dans leur propre pays. Quand vous visez une mise sous tutelle culturelle et économique d'une région, périphérique à votre empire, et que vous décidez d'y avoir une influence significative, c'est ce qu'il faut faire. C'est d'ailleurs précisément ce que Poutine fait à destination des russophones des pays baltes, de Finlande, de Biélorussie et d'Ukraine à l'origine. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour laquelle l'Ukraine a commencé à passer pas mal de lois anti-russes. C'est parce que le marché du livre, par exemple en Ukraine, avant 2014, était dominé de manière écrasante par les produits culturels russes. Et donc c'est de la propagande russe qui rentre. C'est l'un des nerfs de la guerre. Et c'est pareil, c'est pour ça qu'en France, on peut aussi déplorer, et moi aussi je déplore, qu'il y ait de moins en moins, que les éditeurs prennent de moins en moins de risques en éditant des nouveaux auteurs français et préfèrent importer des mauvais auteurs anglophones qui savent que ça marchera vaguement en faisant traduire, comme les éditions Harlequin l'ont annoncé, les bouquins par l'IA. Voilà, parce qu'ils visent le calcul, ils se disent qu'en fait ce sera toujours un bon investissement culturel, un bon investissement économique. On s'en fout vraiment de l'apport culturel. Et on est très fort en exportation de musique aussi, ouais, je l'ai pas noté. Alors que, genre, vous écoutez quoi comme musique autrichienne, par exemple? Parce que moi, quand j'étais en Autriche,
Il y avait du Stromae partout. Quand j'étais en Autriche, j'étais à la période Stromae, il y avait du Stromae tout le temps partout. Vous écoutez quoi, vous, comme produit, comme auteur et comme chanteur autrichien? La musique allemande, par exemple, s'exporte assez mal. Falco, mais Falco, ça date des années 80. Alors que le rap français s'exporte très bien. Je suis métal. Ouais, mais alors après, le métal, c'est parce que c'est un marché de niche. Mais oui, moi aussi. J'écoute très peu de groupes français, en fait. Dans le métal, il n'y en a pas tant. Rammstein exporte beaucoup, ouais. Bah, c'est l'une des rares. Mais oui, mais c'est un groupe, quoi. C'est un groupe. Enfin, regardez combien c'est d'écoute Jul et Ai Nakamura et Theodora dans le monde. Hein. Vraiment, hein. Comment les contre-cultures françaises s'exportent à l'international. Et comment d'ailleurs elles structurent. Parce qu'en fait, l'effet de Jul a eu un pouvoir de structure sur une bonne partie de la production du rap en Europe. Ça, c'est. Voilà, c'est un truc qu'on n'évoquera jamais parce qu'on ne sait pas ce qu'on a envie de mettre en avant, mais c'est la vérité, quoi. De toute façon, il y a des chiffres qui mentent pas. Hein. C'est combien on exporte, combien on importe. Et moi, je trouve qu'on n'importe pas assez, d'ailleurs. Voilà, on n'importe pas assez de produits culturels du reste de l'Europe. C'est-à-dire que nous, l'essentiel de l'importation des produits culturels, la quasi-majorité, hein, c'est du contenu anglo-saxon. On exporte très très peu en dehors, on importe très très peu en dehors des pays anglo-saxons. Mais on continue d'exporter. Et on importe beaucoup du Japon, oui aussi. On est des gros importateurs, on est le premier pays consommateur de culture japonaise en dehors du Japon. Cela dit, ça reste très situé en termes de génération. C'est vraiment surtout concentré sur le marché du livre. Et c'est bien, c'est tant mieux, hein, mais la musique japonaise ou les séries japonaises ou les films japonais, beaucoup moins, quand même. Corée du Sud, ça commence à venir. Après, encore une fois, c'est aussi des épiphénomènes, quoi. Donc vraiment, sur cette question de l'extrême droite, de supprimer, enfin de vouloir en fait réduire la production culturelle française, hein, parce que c'est globalement ce qu'ils veulent faire. Comme a dit Sébastien Chenu, un bon film c'est un film rentable. Bah non, un bon film c'est pas un film rentable en fait. Surtout comment tu mesures sur cette rentabilité, sur les entrées en salle, sur le long terme. En plus, je suis sûr que la plupart des films cultes qu'ils regardent, ces gens-là, et sur lesquels ils bandent, c'est même pas des films qui ont marché très bien au moment de la sortie en salle. Parce qu'il y a quand même beaucoup de films qui sont considérés comme cultes aujourd'hui. J'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Qui en fait sont des films qui n'ont plutôt pas marché au cinéma. Les Bronzés font du ski, par exemple. Ça a plutôt pas marché au cinéma. Enfin, en tout cas, pas autant que d'autres. L'essentiel de revenus vient... pardon, Francis Cabrel. Ça, j'avais supprimé cette partie-là de mon script sur le mérite. Francis Cabrel, c'est un mec qui met 15 ans à rentrer dans le top 50 en France. Juste, quoi. Voilà. Et aujourd'hui, Francis Cabrel est considéré comme du patrimoine national, quoi. Donc, non mais, voilà, bon. Et à côté de ça, il y a plein de films qui cartonnent au box-office et qui sont des films pas très bien, voilà. Qui sont des pas très bons films. Enfin bref. Là-dessus, sur ces questions-là, je trouve que l'extrême droite n'a pas la cohérence des idées qu'elle est censée défendre. Surprise, hein, bien sûr. La droite non plus. Et en fait, c'est juste pour moi, c'est des gens, ils vivent dans une fiction. Ils vivent dans une fiction, c'est eux les rêveurs. On nous dit souvent, c'est nous les rêveurs. Non, c'est eux les rêveurs, ils bandent d'un monde qui n'existe pas et ils réfléchissent pas du tout plus loin que le bout de leur nez sur des questions qui sont quand même très importantes et sur les questions sur lesquelles ils se déclarent être les meilleurs. Nous, on nous s'est accusé de wokisme, comme quoi on veut détruire la France, détruire la culture française, etc. Mais en fait, nous, on la défend, quoi. Juste, on la défend dans sa pluralité, dans
dans tout ce qu'elle peut représenter, et la mise sous tutelle américaine me paraît pas très bien, quoi. Enfin, la France avait moyen, la France, quand même. La France, avant qu'on soit des Américains mentaux et qu'on libéralise tout, la France, elle avait Dailymotion, elle avait Alcatel, elle avait tout un tas de, de domaines dans lesquels elle pouvait être souveraine sur la production et la diffusion d'œuvres culturelles. Et le Minitel, hein, tout. Et en fait, on a tout bazardé et on a tout remplacé par des alternatives. Et après, c'est pareil dans d'autres pays. Hein. Les bails sur Nokia, etc., c'est pareil. Mais ça rend fou, quoi. Et maintenant, on est en train de se battre contre des plateformes américaines qui imposent leurs règles qui ne correspondent pas à nos valeurs et à nos besoins et à notre vision du monde. Et on peut juste gueuler, quoi. On peut rien faire d'autre, quoi. Et en fait, faut bien comprendre, le libre marché des idées, le libre marché économique, la mondialisation, c'est juste la loi du plus fort. C'est la loi du plus fort. Et là, je vais vous ressortir mon exemple, parce que je le trouve vraiment très bon. C'est moi qui déclare la guerre au Japon en 1840 pour les forcer à m'ouvrir leur marché pour que je puisse leur vendre mes tableaux, que je puisse leur vendre tous mes produits industriels et que je les force en gros à rester dans une économie de subsistance et de production de nourriture et du coup à les maintenir dans un état de fermier, quoi. Vraiment. Je suis désolé, tout le monde me dit oui, mais tu sais, la vie, c'est pas des jeux vidéo. Mais en fait, si un peu. Désolé, mais si un peu. Ce qui se passe, Trump, c'est moi qui joue mal à un jeu vidéo. Vraiment. En fait, si. Je pense que si les dirigeants, nos dirigeants, jouaient un peu plus à des jeux de hard stratégie, où il faut micromanager des ressources et où chaque décision que tu prends, potentiellement, c'est un game over horizon 5 ans dans le jeu, je pense qu'ils prendraient des décisions peut-être différemment aussi. Vraiment. Mais absolument, les réformes de l'orthographe pour la facilitation des exports culturels, ça a été l'un des moteurs de la réforme de l'orthographe, de la réunification des orthographes brésiliennes et portugaises. Parce que ça leur coûtait un pognon monstre de retraduire les bouquins entre le Brésil et le Portugal, et ça limitait leur capacité d'export. L'horizon des dirigeants, c'est la fin de leur mandat, ils n'ont aucun intérêt à avoir plus loin. Je sais pas, parce qu'il y en a de plus en plus de dirigeants qui ne veulent pas, lâcher la rampe. Donc je sais pas trop. Et en fait, je vais vous dire, dans ces moments-là, on regrette. Alors déjà, on regrette déjà les vrais gaullistes. C'est là qu'on voit que la droite n'est plus du tout gaulliste. Jamais, pour le coup, général de Gaulle, je suis pas un bandeur de général de Gaulle, mais jamais le général de Gaulle aurait probablement toléré que les États-Unis nous traitent de la sorte et qu'on leur réponde en leur suçant la bite. Ça, je pense que malgré tout, voilà. Donc tous les gaullistes mentaux là, en fait, on découvre qu'ils sont pas des gaullistes, c'est pas des gaullistes mentaux, juste des Américains mentaux, quoi. Qui pour moi un CSC est antinomique. Vraiment. Ça nous fait regretter donc un peu cette vieille droite à la De Villepin qui était vraiment remontée ce matin, je l'ai entendu. Mais surtout, ça nous fait même regretter, je suis désolé de vous le dire, mais des gens comme François Hollande, vraiment. C'était déjà le début de la fin, la diplomatie française sous Hollande. Ça, de manière... Moi, j'étais en Autriche à l'époque. Donc, la politique de la France à l'époque, c'était pour faire des économies, on va montrer l'exemple, on va vendre tous les actifs qu'on a à l'étranger. Et moi, à l'époque, j'étais à Vienne, et à Vienne, il y a un institut français, et ça l'avait foutu mal. Pourquoi ? Parce que le palais, je sais pas comment il s'appelle, qui est rue Liechtenstein, enfin qui est Liechtensteiner Straße, je crois, ou Liechtenstraße. À Vienne, il y a une espèce de palais, une espèce de château, où il y a l'Institut français, et du coup, l'État français voulait le vendre alors qu'il avait été cédé par des familles francophiles autrichiennes à la France, parce que c'est aussi ça, quand tu formes une élite culturelle à l'étranger,
et qu'elle est acquise à tes idées, elle te rend des services. Bon, bref. Il avait tout de suite été question, lorsque la France avait voulu vendre ce palais, que le Qatar le rachète. Et en fait, on remplaçait juste des actifs français par des actifs qataris, quoi, dans les autres pays du monde. Donc bon, ça, c'est... Voilà. Hein. Donc Hollande, c'était déjà le début de la fin. Vraiment. Sarkozy, j'en parle même pas. Et ça fait juste... Sarkozy, il avait dit des dingueries. Sarkozy, il avait été au Québec pour dire... Il avait été au Québec, Sarkozy, souvenez-vous. Hein. Eux, ils sont en mode, oui, vive le Québec libre, etc. Sarkozy avait été au Québec. Il avait été interrogé sur la question du Québec libre. Et il avait dit, on n'a pas besoin d'un pays de plus dans le monde. Voilà ce qu'il avait dit, Sarkozy, au Québec. Ce qui était un truc de fou furieux à dire au Québec. Je trouve. Vraiment. Vraiment, Américain mental, je vous dis. Américain mental. Alors que Trump veut annexer le Canada, quoi. Genre, vraiment. Chirac avait passé beaucoup de temps en Afrique. Ça, c'est sûr. Il avait des bonnes relations avec le Japon. C'était un fan de sumo, on rappelle. Ouais. Après, on en a un homme politique dans la scène politique en France qui est vraiment très branché Japon. C'est Asselineau. Asselineau, il a même fait des déclarations en japonais et tout pour les élections des Français à l'étranger. Ce que tout le monde a oublié, hein. Ouais, Domo. Avec une vidéo avec les cerisiers là. Ah, il est en. Je pense à lui parce qu'il est en train de lever les signatures pour 2027. Mais en tout cas, ouais, la droite, c'est vraiment des Américains mentaux. Vraiment, ils sont obsédés. Ils vont tous faire des études. Ils vont tous vivre aux États-Unis à un moment. Ils vont faire des grandes écoles là-bas. C'est un peu des pick-me de la bourgeoisie des autres, enfin des autres bourgeoisies, parce qu'en fait, désolé de vous le dire, les bourgeois n'ont pas de nation, les bourgeois n'ont pas d'État, les bourgeois n'ont pas de patriotisme. Voilà, les bourgeois, ils jouent à fond sur ces valeurs-là, mais les bourgeois, c'est pas des citoyens du monde. Les bourgeois, c'est des mercenaires. Les bourgeois, c'est des mercenaires. On le voit sur les conversions linguistiques, quand tu regardes un peu l'histoire linguistique du monde, les premières classes à se convertir aux puissances culturelles supérieures en situation d'impérialisme culturel, voire en situation d'impérialisme tout court, c'est la bourgeoisie. La bourgeoisie, pour tirer une meilleure place sociale, pour essayer d'obtenir un minimum de pouvoir, elle se corrompt, elle va très facilement vers la conversion culturelle et le renoncement idéologique pour obtenir un peu. On le voit, on l'a même vu à une autre échelle avec Vichy, hein, voilà. Avec la collaboration. Ce qui fait qu'en fait, ça, c'est aussi on a cette déformation dont on a l'impression que des conversions culturelles sont forcément des conversions avec de la guerre, du sang, etc. Mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Si tu convertis la bourgeoisie d'un pays, que cette bourgeoisie, elle t'est acquise, elle va tout faire pour te convertir culturellement. Elle va tout faire pour convertir culturellement le reste de son pays. Parce qu'ils ont l'impression d'y gagner. Alors qu'en fait, c'est les dindons de la farce, hein, la plupart du temps. On peut pas dire que les bourgeois et les nobles ont comme patrie leur propre classe. Mais en fait, pas tellement parce qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres. C'est-à-dire que dans la bourgeoisie occidentale, la bourgeoisie américaine et anglo-saxonne de manière générale est quand même au-dessus, hiérarchiquement, que la bourgeoisie, je sais pas moi, néerlandaise. Qui eux sont des wannabe bourgeois américains. Donc, après, c'est tendanciellement. Hein. Vous pouvez trouver des contre-exemples, mais tendanciellement, c'est pas pour rien que les centres urbains sont toujours les premiers à se convertir culturellement. Le bourgeois est remplaçable, ils embrassent l'anneau pour pas se faire mettre à l'écart. Il y a de ça, ouais. Il y a de ça.
Et, et là, c'était pareil pour les classes nobles à l'époque. D'ailleurs, je regardais un truc sur Catherine de Russie. Catherine de Russie, elle parlait avec son mari en français. Ils avaient imposé le français à la cour de Moscou, à la cour de Saint-Pétersbourg, pardon. Et il avait imposé ça comme langue à toute la noblesse russe qui devait, même quand ils étaient du fin fond du trou du cul de la Russie, là, si jamais vous voulez débarquer à la cour et pouvoir communiquer, avec les bonnes élites, il fallait qu'ils apprennent le français. Ça fait que Voltaire avait été reçu en Russie, Diderot correspondait avec Catherine de Russie. On avait un vrai pouvoir culturel et du coup on y diffusait nos idées, genre Rousseau était lu en Russie, etc. etc. Face aux classes, disons plus face aux classes populaires, genre ce que peut avoir aux US, avec un peu toutes les puissants qui se serrent les coudes face à Epstein, peu importe le parti politique, les croyances affichées. Oui, c'est encore autre chose, mais oui. Oui, bah après ils défendent leur mode de vie, ça c'est sûr. Je pense pas qu'il soit si dindon de la farce que ça. Pendant la collaboration, le collabo a beau rester en dessous de l'envahisseur, il est mieux traité que les autres. Oui, mais il est quand même en dessous des envahisseurs. C'est pour ça que je vous dis que les Américains mentaux, en fait, ils réfléchissent comme des vassaux, en fait. Ils se voient rois, mais ce sont des vassaux. Ils se mettent sous tutelle, quoi. Ce qui les fait bander, c'est de se mettre sous tutelle. Ce qui est un pari toujours perdant à long terme. Hein. Plus ou moins à long terme, c'est un pari qui peut... En tout cas, toujours risqué, on va plutôt dire. Donc moi, c'est pour ça, quand j'entends la droite et l'extrême droite parler de patriotisme, bah, pas tellement. En fait, ce qui les fait bander, c'est le contrôle, l'uniformité, les règles, qui s'appliquent rarement à eux d'ailleurs. Ça les fait bander, quoi. Ce qui fait bander, c'est la hiérarchie. Même s'ils n'en occupent pas le sommet. C'est un peu triste quand même. Hein. Le vrai patriote est fan du socialisme français. Mais je sais qu'aujourd'hui, les mots patriote ou nationaliste, etc., c'est super emprunté de l'idéologie d'extrême droite. Ce que ça n'était pas à l'origine au passage au 19e siècle. Au 19e siècle, je vous rappelle quand même juste ce truc, le nationalisme qui va émerger du romantisme, etc., ce sont des doctrines situées à gauche. On place le peuple et l'État au-dessus, au-dessus des intérêts particuliers des souverains. C'est ça à la base, ce qui, par exemple, du coup, le fait qu'il y ait un peuple commun allemand, un peuple commun italien, etc., c'est au-dessus de ces petits arrangements, de ces découpages de frontières historiques qui n'ont aucun sens et qui font que le Saint-Empire germanique a pu avoir jusqu'à plus de 350 États, que l'Italie en avait encore une dizaine fin 19e, fin 19e, fin 18e, parce que tu avais le roi de machin, le duc de ceci, le comte de machin, et chacun protégeait son territoire, et il y avait des rivalités, etc. Et le nationalisme émerge comme il y a un intérêt supérieur du peuple sur ces enjeux, en fait, ces enjeux féodaux, en fait. À la base, de toute façon, le concept d'État-nation, c'est un concept qui vient de la gauche. C'est un concept qui n'est plus tellement. Et c'est un concept qui est un peu dépassé parce que c'est aussi, enfin, les temps n'étaient pas les mêmes. Hein. C'était il y a 2 siècles. Hein. Voilà. Euh, Oui, exportation culturelle, protectionnisme, on te regarde de travers à gauche aujourd'hui. Oui, oui. Bah, un peu, oui. Mais oui. Bah, le souverainisme aujourd'hui, ça n'a plus non plus vraiment la cote. En fait, c'est juste que moi, je suis pour qu'on ait une politique inclusive et culturelle au niveau européen, par exemple. Moi, j'y suis plutôt vraiment très favorable. Mais c'est pas un truc qu'on décrète. C'est un truc où il faut que tout le monde soit d'accord. Et il faut que l'Union européenne elle soit aussi construite pour favoriser ce modèle, ce qui n'est absolument pas le cas actuellement. Ça, c'est toujours un peu le discours de l'Union européenne, c'est bien sur le papier, mais entre ce qu'on voudrait que ce soit et ce que ça est actuellement, il y a quand même un monde, quoi.
Dans un monde idéal, les exportations culturelles, elles sont bilatérales. Et nous, on ne pourrait que vouloir favoriser ce genre de choses entre les différents pays francophones, déjà pour commencer. Mais oui. Et sur la question du souverainisme, du coup, moi je pense que le souverainisme ou patriotisme, la bourgeoisie n'est pas patriote ni souverainiste. Par définition, par essence, au fond d'elle-même. Le souverainisme, ça revient un peu. Ça revient un peu. Mais patriotisme, il y a cette idée de oui, mais donc du coup, il y a le chauvinisme qui va avec la supériorité culturelle, et c'est vrai. Et c'est vrai. Et le mot a clairement été récupéré par l'extrême droite. Il y avait une distinction qui était faite entre nationalisme et patriotisme à la base, qui était une distinction que moi je faisais moi-même il y a 15 ans en me disant moi pas nationalisme mais patriote. Parce que oui, il y a un mode de vie culturel et des institutions et des choses en France que j'ai envie de défendre et que je n'ai pas envie de faire brûler sur l'autel du libre marché de la mondialisation. Clairement, d'ailleurs c'est toujours le cas. C'était très mal vu parce que le libre marché, la mondialisation ont gagné à l'époque la guerre culturelle dans la gauche. Ça, une guerre qui très rapidement est en phase d'être perdue. Hein. Mais le socialisme français s'est converti à ces idées-là. Et ça, Ruffin en parle plutôt bien. Parce que Ruffin, à la base aussi, c'est un souverainiste, patriote, machin, à la base. Et lui, justement, il fait cette distinction où il explique ce truc-là de on nous a fait que nous associer, nous, à l'extrême droite et à des gens rétrogrades, parce qu'on refusait la mondialisation et le libre marché, sans se dire qu'en fait, il y avait aussi des impacts tout à fait négatifs et qu'on avait le droit de refuser. Mais bon, c'était pas la cote, quoi. C'était pas le discours à l'époque. Oui, souveraineté, souverainisme, mais le souverainisme, c'est vouloir être souverain, quoi. Ouais, le patriotisme, c'est aimer ses proches, nationalisme, c'est aimer les autres. Voilà. Bon, patriotisme, ça a été récupéré par l'extrême droite zinzin, genre Florian Philippot, qui à la base est un chevènementiste, lui, donc en fait, ça m'étonne pas tellement. Et le souverainisme, on va trouver des gens comme Natacha Polony qui viennent aussi de ces chevènements. Et moi, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, moi, j'ai pas du tout. Moi, par exemple, quand je dis qu'il faut défendre un modèle culturel, un modèle social français propre à la France, et qu'il faut qu'on continue à défendre l'exception culturelle française, on est clairement dans une doctrine patriote, hein, et au fond. La question n'est pas de savoir si notre modèle est meilleur ou pas. La question, c'est aussi on peut se dire qu'on y a un attachement à ça et qu'on a envie de le conserver. Et ça, la gauche, du coup, ne va pas utiliser ces mots-là, mais la gauche, au fond, aujourd'hui, Mélenchon est quelqu'un de souverainiste, au fond. Hein. C'était d'ailleurs au cœur de la campagne de 2012. Hein. Et c'était encore un peu dans la campagne en 2017. Il n'utilise pas les mots patriote, souverainisme, etc., parce que ça le fait plus, il ne faut plus les utiliser, en gros. Mais quand vous lisez dans le texte, en travers ce que Jean-Luc Mélenchon observe, il y a de ça. Et il y a même du nationalisme chez Jean-Luc Mélenchon, notamment, je ne vais pas y revenir qu'un fois là-dessus, j'en ai déjà parlé plein de fois, sur les questions de politique linguistique. Lui, il est universaliste, jacobin, c'est de l'impérialisme. Hein. Et sur les questions de politique africaine. Ça, il n'y a pas du tout d'ambiguïté hein, sur la ligne de Jean-Luc Mélenchon là-dessus. On verra pour la campagne de 2027 hein, comment ça vaudra, mais voilà. C'est des trucs qu'on a laissés à l'extrême droite, alors qu'encore une fois, l'extrême droite n'est pas patriote. Hein. L'extrême droite, quand il faut poser ses couilles sur la table ou sucer les Américains, ils mettent pas vraiment beaucoup de temps à choisir. Hein. Si, certains sucent la Russie. Voilà. Quand Mélenchon dit qu'il veut sortir de l'OTAN, ouais, il veut plus sortir de l'Europe, mais il veut toujours sortir de l'OTAN, ouais. Moi, je suis pas pour qu'on sorte de l'OTAN. Très honnêtement. Aujourd'hui, je sais pas trop. Hein, ou alors il faut qu'on ait les moyens de se faire respecter en dehors de l'OTAN, quoi. Mais
Par contre, je suis pour qu'on vire les Américains de l'OTAN. Après, moi, en vrai, je suis pour la défense européenne. Hein. Ça, j'y suis de plus en plus acquis. Hein. Ouais, c'est pas toi qui quittes l'OTAN, c'est l'OTAN qui te quitte. Ouais, je te pour sur le papier, mais le souci, c'est qu'il n'y a aucune instance internationale de respect. Bah oui. Tu laisserais la souveraineté de l'arme nucléaire à von der Leyen. Ah, c'est pas ce que j'ai dit. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Ça, je pense qu'il faut pas la laisser à qui que ce soit. Dans un monde où, malgré tout, on est encore dans des logiques de concurrence et de loi du plus fort, pour que ta voix elle pèse et qu'on t'écoute, il faut des arguments à mettre dans la discussion. Ouais, alors par contre, il est campiste, Mélenchon, et c'est vraiment très chiant. Mais après, il y a un problème de campisme à gauche. Hein. Mélenchon va des fois se retrouver à avoir des discours ambigus sur la Russie. Alors il va réaffirmer que il y a des opposants politiques de gauche en Russie qui sont enfermés en prison, que nous on défend ces gens-là, qu'on trouve que c'est pas normal, etc., etc. Mais à côté, il va dire Zelensky n'est pas un président valable et un interlocuteur valable. Il n'est plus vraiment élu, il faut qu'il parte. Et à côté, par contre, il dit il faut discuter avec Poutine, qu'on le veuille ou non, c'est lui qui dirige la Russie. Donc en fait, il est dans la politique fiction concernant l'Ukraine et dans la réelle politique concernant la Russie. Donc des fois, il y a un peu un deux poids deux mesures. Et là, en l'occurrence, c'est pas tant sur des déclarations publiques que sur ce qu'il écrit sur son blog. Quand je vais lire le blog, on l'a lu ici plusieurs fois en stream, sur le blog de Mélenchon, des fois, Mélenchon, quand il écrit sur son blog, il y a des trucs qu'il ne devrait pas écrire. Et il a de la chance que BFM TV ne va pas lire son putain de blog. Hein. Vraiment, je pense. Parce que des fois, il doit être un peu tard le soir. Les garde-fous qui sont autour de lui ne sont pas dans la salle. Il doit écrire son message sur son ordi. Il clique sur publier. Et non, il y a des trucs où... Wow. Et le PCF, ils ont ça avec la Chine. Le PCF, ils ont vraiment ça avec la Chine. Ça, c'est un peu chiant. C'est chiant différemment, mais c'est chiant, voilà. Le blog de Jean-Luc Mélenchon manque d'un relecteur. Bah en vrai, oui. PRCF, je vais même pas en parler. Ouais. Bah sur la Chine et Taïwan, Méluche, ouais, bah Méluche, il est... bah oui, il est pas très bon non plus. Enfin, il est pas très bon. Considère que Taïwan n'est pas un régime légitime. Et là, il se réfère à 2-3 trucs oui, mais nous, tel pays ne reconnaissent pas Taïwan, machin, mais à côté de ça, il dit qu'il faut reconnaître la Palestine. Mais en fait, au bout d'un moment, tu peux pas avoir une opinion vraiment purement légaliste et un peu lointaine sur Taïwan. Et en fait, parce qu'en fait, il y a des parallèles à faire avec la Palestine, et sur la Palestine, bah, il est pour la reconnaissance de la Palestine. Ouais, faut être cohérent. Faut être cohérent. Mais après, il y a beaucoup de campisme et en fait, je pense qu'il faut être lucide. Il faut être lucide. Moi, c'est souvent ce que je dis, notamment sur des questions coloniales. À gauche, on se doit d'être anticoloniaux. Mais souvent, on va être anticolonial dans le discours en France sur ce qui se passe en France, mais on va être tout à fait colonial sur ce qui se passe à l'étranger et où la France a des intérêts particuliers. Et au bout d'un moment, il faut choisir. Soit on est purement anticolonial, soit on dit on est des meilleurs colons que les autres, donc choisissez-nous plutôt que les autres. Mais on peut pas faire du en même temps sur ce genre de choses. Le campisme, c'est le fait d'être vraiment... d'avoir une position qui est liée à ton propre camp, et en fait, tout est... Par exemple, Jean-Luc Mélenchon, par anti-américanisme, va prendre position pour, parfois, des positions qui sont un peu ambiguës, en réponse... Bah, c'est le cas sur l'Iran, par exemple. Sur l'Iran, et là, récemment, c'est compliqué.
parce que le régime des mollahs risque de tomber. Nous, le régime des mollahs, normalement, quand on est à la gauche, c'est vraiment pas notre truc. C'est pas le truc de Mélenchon. Le problème, c'est que ceux qui risquent de gagner la révolution et de prendre le contrôle de l'Iran derrière, c'est des Américains mentaux. Et du coup, Jean-Luc Mélenchon, il n'a pas trop envie de défendre une révolution pro-américaine en Iran. Ça l'arrange pas. Donc, il va faire un peu du ouais, bon, je sais pas trop. Enfin, il va faire un peu du en même temps, quoi. Oui, mais en fait, vous regarderez que y a beaucoup de militants à gauche en France qui sont anticoloniaux, décoloniaux, mais qui en fait sur les questions de politique, politique extérieure de la France, sur la politique étrangère de la France, vont défendre des positions qui en réalité sont des positions coloniales, malgré soi. Malgré soi. Défendre par exemple la francisation de l'Afrique. Le fait de dire faut renvoyer plus de moyens, faut mieux les intégrer dans la francophonie, etc. Machin. Ben d'accord, mais qui ? Parce qu'en fait, mieux intégrer, par exemple Madagascar dans la francophonie, dans un pays où le nombre de francophones est inférieur au nombre d'anglophones en France, par exemple, en proportion. C'est un pays en fait très peu francophone, Madagascar, qui est francophone sur le plan politique, fait partie de l'OIF et tout, etc., mais qui est dans les faits peu francophone sur le nombre de locuteurs. Le français y étant essentiellement la langue de la bourgeoisie, d'une petite bourgeoisie, qui est d'un petit groupe de bourgeois et d'élites en position de comment dire de contrôle du pays. En fait, c'est juste valider un système colonial et renforcer cette renforcer certains aspects coloniaux dans ce genre de pays, alors qu'en réalité, peut-être que celui de Madagascar, c'est de se débarrasser des Français, quoi. Par exemple. C'est un truc qu'on pourrait... Et ça, souvent, dans les discours de gauche, on a ce truc de demain, l'Afrique, premier territoire francophone. C'est censé nous appeler à une position d'humilité, nous, en termes de français, de regarder, notre langue nous appartient plus, c'est magnifique. Elle est aussi très largement diffusée à l'étranger. Et en fait, on trouve ça très bien qu'elle continue de s'y diffuser. Et on ne se demande jamais pourquoi elle continue de diffuser et à quel prix. Et en fait, le prix, c'est que c'est la suppression ou la relégation des langues historiques et autochtones d'Afrique, par exemple, à la seconde zone. Hein. Et quand on a des pays qui commencent à s'insurger et à se lever contre ça, comme le Niger, comme le Mali, comme l'Algérie, etc., en fait, ça donne des situations qui sont diplomatiquement très tendues. Et c'est aussi parce qu'en fait, on y sécurise nos actifs, notre pouvoir économique et nos filières d'exploitation, quoi. Et du coup, si jamais, c'est pas une collaboration, gagnante non plus, hein. Voilà. Bon. Pour revenir à la question de la culture, tu trouves pas ça problématique quand même de parler de vouloir défendre l'exception culturelle française ? Ah non, absolument pas. Je comprends être pour défendre une souveraineté culturelle française vis-à-vis de l'impérialisme culturel américain, mais je trouve que le concept de l'exception étend ce souverainisme aux dépens des produits culturels du reste de l'Europe. Non, on peut changer les règles, mais moi, l'exception culturelle française, c'est l'une des raisons. En fait, vous savez quoi ? C'est un peu le keynésianisme. C'est un peu une forme de keynésianisme dans le domaine culturel. C'est-à-dire en garantissant des espaces de diffusion, des sphères réservées, etc., à la production culturelle française, en sacralisant ces espaces, on évite en fait que ces espaces disparaissent et n'existent plus. Moi je suis pour là-dessus, parce que je suis pour l'interventionnisme de l'État sur les questions de politique culturelle, notamment sur les politiques linguistiques. Et d'ailleurs, au passage, parce que je vois qu'on dit, mais bon, du coup, francophonie, etc. Moi je suis pour que ce même interventionnisme existe pour les langues régionales. Voilà. Mais il faut en fait. Il faut, parce qu'en fait, sinon, c'est la délocalisation de ta production culturelle et l'importation de produits culturels étrangers à balle, parce qu'en fait, ça coûtera toujours moins cher de se fournir auprès du pays voisin en situation d'impérialisme culturel qu'en produisant localement. Et on a besoin de cette filière de production. Ne serait-ce qu'en souveraineté d'idées, pour des raisons de souveraineté. C'est aussi ce qui fait de nous ce qui on est, quoi, la culture.
En même temps, ils sont un peu contents d'avoir le français parce que ça permet à différentes ethnies avec les langues différentes de communiquer à travers un dialogue local. Alors, oui et non, ça va être vrai par exemple au Congo. Ça va pas être vrai au Mali. Par exemple, au Mali, la langue lingua franca, c'est plutôt le bambara, par exemple. C'est une vision aussi très française de considérer que le français est un territoire neutre pour des peuples qui ne se comprennent pas et qui ne s'entendent pas dans tous les pays de l'ancien empire colonial français. Puisque si c'est vrai par endroit, et encore le Congo c'était l'empire colonial belge, si c'est vrai par endroit, c'est aussi vraiment pas vrai dans d'autres pays. C'est pas du tout une vérité générale qu'on peut affirmer et qu'on peut lever en l'air, quoi. Et puis ce serait quand même, sur le papier, ce serait quand même plus intéressant que des pays euh, vraiment distants qui ont été colonisés et qui ont connu la décolonisation, décolonisent aussi leur administration sur le plan linguistique, quoi. Ça me paraît être quelque chose sur le papier de préférable pour que ces pays soient vraiment souverains. Grâce aux Français, l'ethnie des Wallons et des Flamands peuvent discuter entre eux. C'est un peu. Ouais, bah oui. Oui, bah oui. Vous remarquerez comment les Wallons sont vraiment. Du côté Wallon, ils sont tous pour défendre la Belgique, et vous remarquerez comme côté Flamand, ils le sont beaucoup moins. Euh, Rien n'empêche les Européens de s'échanger leurs produits culturels en vase clos protégés par un marché unique. Absolument, on devrait avoir des quotas réservés. Des quotas assez importants réservés. Il y en a hein, sur le service public français, il y en a. Il y a de la production culturelle européenne réservée théoriquement. Mais je crois que ça concerne que le service public et c'est des quotas qui sont assez faibles. Et voilà, c'est les Belges qui parlent français. Avec les Belges de la communauté française de Belgique, hein, donc notamment Bruxelles, oui. Moi, je suis pour une politique. Moi, ministre de la Culture, il y a beaucoup de chances qu'il changerait, hein. Déjà, je suis pour avoir beaucoup plus d'accords bilatéraux avec, comment dire, avec la Suisse, la Belgique, le Québec, toute la francophonie du Nord. Et alors, du coup, se pose toujours la question, oui, mais la francophonie du Sud. Pourquoi est-ce que tu fais une distinction? T'es raciste et tout? Et en fait, non. C'est juste que la francophonie du Nord, c'est essentiellement une francophonie où le français est langue maternelle. D'ailleurs, dans la francophonie du Nord, il y a Haïti dedans. Je mets Haïti dedans. On va pouvoir mettre la Louisiane aussi, etc. Un peu de territoire. La francophonie du Sud, c'est une histoire du français qui est beaucoup plus récente et où le français est essentiellement langue seconde. Donc essentiellement encore langue coloniale. Et là, moi je pense que la francophonie du Sud, elle devrait surtout se fédérer entre elles, quoi. En l'occurrence, ça devrait pas être à la France. Moi je pense qu'il est, en vrai, il est acceptable et discutable que la France puisse être à l'origine de ces d'accords bilatéraux et cette force motrice d'une francophonie du Nord. Qu'elle essaye d'agrégager la francophonie du Sud sans faire France-Afrique, c'est quand même compliqué, quoi. C'est difficile. Enfin, c'est une position complexe, quoi. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et le français au Sénégal, c'est pas le français au Congo, c'est pas le français à Madagascar. Alors que la position du français dans la sphère culturelle québécoise, belge ou suisse, enfin, ou suisse romande, certes, ce n'est pas exactement la même, n'empêche que c'est malgré tout le socle de base. Alors que même, ne serait-ce que la part de francophones dans les différents pays de l'ancien empire colonial français, ce n'est pas du tout les mêmes selon les territoires. C'est vraiment pas du tout les mêmes. Et moi, après, je suis pour qu'on intègre. Mais moi, encore une fois, moi, je suis pour qu'on intègre. Moi, là-dessus, sur Mélenchon, la francophonie, je trouve que c'est mal fait, c'est mal pensé, mais l'idée de base est intéressante. Moi aussi, je suis convaincu qu'on habite d'abord sa langue. Mais on n'habite pas que sa langue, on habite aussi son territoire. Et la langue va avec le territoire. Donc je pense que c'est juste, c'est une bonne idée sur le papier qui n'a pas été réfléchie du tout à gauche. Voilà. Et puis surtout, c'est une idée qui fait vraiment pas de place aux autres langues du territoire.
Alors que moi, mon modèle de production culturelle en France, c'est aussi un modèle qui fait très largement la place, et une place qui est réservée par la loi aux langues minoritaires et aux langues régionales. Parce que ça me paraît être la seule direction acceptable, en fait, hein, dans un but d'intégration de tous et de respect des identités locales et du mode de vie de chacun. Voilà. Ah, mais moi, je suis pour une décentralisation d'une partie des logiques. La politique linguistique devrait décentraliser. La question des quotas, par exemple, c'est une question qui serait centrale. Genre, vraiment, vous devez diffuser au moins X heures de contenu dans telle langue qu'est la langue du territoire. Et après, en vrai, globalement, la politique linguistique de chaque territoire devrait dépendre, malgré tout, de chacun des territoires. C'est pas Paris qui devrait fixer la politique linguistique dans le détail de ce qui se fait dans les différentes régions, qui en fait devraient être souveraines sur ces questions-là. Tu peux ériger des grands principes. Moi, là où je vois la centralisation, là où elle est importante, c'est par exemple sur l'échange de passeports. Euh, Moi, je serais pour que tous les francophones, toute personne francophone puisse s'installer et vivre en France, par exemple. Genre, et pour certains, bah, ça passe par des tests de nationalité tels qu'ils existent. Je les trouve très très mal faits. Moi, je pense pas du tout qu'il faudrait les faire comme ça, cela dit. Mais toute personne qui habite encore à l'étranger, qui veut venir en France, qui parle français ou une des langues du territoire de France, voilà, j'ajoute ça quand même. Euh, donc les Mauriciens, clairement, pourraient clairement être candidats, puisqu'ils parlent pour le créole mauricien, c'est que c'est très proche du créole réunionnais, devraient pouvoir, comment dire, avoir des démarches facilitées depuis l'étranger pour pouvoir accéder à la France, y voyager, s'installer, etc. Et pour les pays où le français est langue maternelle, du coup, c'est quelque chose qu'on peut automatiser, quoi. Un peu comme le Québec facilite l'immigration, c'était francophone. Oui, mais je pense qu'il faudrait qu'on le fasse aussi. Moi, je pense que la France, c'est un pays qui devrait accueillir beaucoup plus, hein. De toute façon, je pense qu'on n'accueille pas assez, hein. Moi, j'accueillerais, mais massivement plus. Moi, j'ouvrirais toutes les vannes, hein. Alors là, je m'en bats les couilles, hein. Vraiment, il y a de la place. Venez les potes. Il n'y a pas de problème. Le Québec est dirigé par l'extrême droite. Oui, maintenant, mais ça date pas de ça. Le gouvernement de l'île Maurice va pas être content. Tout le monde va partir. Je sais pas. Je sais pas. Mais et après même d'ailleurs, je suis même un peu plus libéral que ça parce qu'en réalité, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, mais il y a des pays où il y a de la misère, il y a des populations qui sont en migration, qui sont en déshérence. On peut, comme on l'a fait pour les Mongs, avec les Mongs, on peut leur réserver un territoire ou les relocaliser. On leur demande juste d'apprendre le français sur une génération. Ils peuvent tout à fait conserver leur langue, leur mode de vie, je m'en fous. Euh, mais venez, quoi. Il y a de la place, on vous trouvera un endroit. Moi, là-dessus, moi, j'ai pas de problème avec le communautarisme. C'est pas un gros mot, le communautarisme. Ça s'est fait dans beaucoup d'empires et ça s'est fait dans des moments où les empires étaient vraiment très florissants. Une grosse partie du développement de l'Europe de l'Est a été sur ces modèles-là, genre allez, venez, on relocalise des Bulgares ici, des Allemands là, des Tchèques ici, des Russes là, des Ukrainiens là, et il y a de la place, faites votre vie, vraiment. Les Hmongs, ouais, ça commence avec un H. Les Hmongs, c'est une population du Vietnam qu'on a alors relocalisée au milieu de la Guyane. Et aujourd'hui, ils produisent, je crois que c'est l'essentiel des. Ils sont très peu, hein, mais l'essentiel des produits agricoles guyanais sont produits par les Hmongs. Ils habitent au milieu de la forêt et ils font des légumes, globalement. Mais les Hmongs, c'est compliqué, hein. Les Hmongs, c'est une population qui se faisait défoncer partout en Asie du Sud-Est, parce que c'est une population qui nous a beaucoup aidés pendant la colonisation. Donc, bon. Voilà. Voilà, voilà. Ah non, non, bah, c'est.
Ah non, mais moi, c'est pas mon modèle, c'est pas Staline. Pardon, Studebaker. Mon modèle, c'est pas du tout Staline. Là, je fais plus référence à ce qu'il y a des modèles qui ont eu cours entre le 15 et le 18e siècle. Pas partout. Il y a des endroits où ça s'est fait aussi dans la douleur. Mais des appels à sur les États-Unis. Les États-Unis se sont construits là-dessus. Par exemple. Les États-Unis, c'était ça. Ils garantissaient la loi religieuse, ils garantissaient la liberté religieuse. Vous êtes de n'importe quelle religion, même la plus chelou. Venez, installez-vous, développez le territoire et amusez-vous. C'est comme ça qu'on a l'Utah qui est mormon et les Amish en Pennsylvanie, ce genre de truc. Enfin, c'est vraiment... Comment est-ce qu'on peut maintenir une culture française et une souveraineté si on la dilue dans l'immigration ? On la dilue pas. On la dilue pas. Hein. Même si tu te retrouves avec une population, admettons un jour, de 20% d'immigrés de première génération, t'as quand même toujours 80% de socle, et puis tu diriges les institutions, tu diriges l'administration, tu diriges tout. Enfin, genre, c'est pas une menace. Hein. Même à 20%, hein. Même à 30%, c'est pas une menace. Hein. Une génération ou deux plus tard, ces gens-là, ils sont français, quoi. Enfin, genre, ils sont français, comme même de la première, la première génération d'enfants, ces gens-là, ils vont à l'école, ils sont français, quoi. Enfin, genre, vraiment. Enfin, vraiment. Hein. Faut juste pas les mettre dans des ghettos, oui. Je veux juste pas les mettre dans des ghettos, c'est tout. Hein. Moi, je veux là-dessus, vraiment, j'ai pas de problème. Hein. Moi, mon modèle de la France, ce serait ça. Hein. Il y a de la place, venez. Hein. Regardez. Vous savez, à un moment où on a eu vraiment un recul et on a décidé que la France, ce serait ça et pas autrement, c'était Louis XIV. Louis XIV, qui chasse tous les protestants, qui a chassé une bonne partie des artisans, qui ont été développés, l'Afrique du Sud, l'Allemagne, la Russie, les Pays-Bas. Frédéric de Prusse, là, il leur a dit « Venez, les potes, venez tous, venez !» Il avait les bras grands ouverts. Je crois que c'était Frédéric de Prusse. Frédéric Guillaume, je sais jamais. Il leur a dit « Venez, installez-vous tous, pas de problème !» Ça a été genre un boost économique incroyable. Et ces gens-là, 3 générations, bah, ils étaient allemands, quoi. Et même s'ils le deviennent pas, c'est pas grave. Même s'ils le sont pas totalement ou pas comme les autres, c'est pas grave, moi je m'en fous, en fait. Donc, bon. Pierre le Grand a apporté pas mal d'Européens, mais Constantinople, Istanbul. Ah bah, Istanbul, ça a été repeuplé essentiellement par des gens de la campagne, des Arméniens, des machins, des Turcs de l'intérieur, etc. Vraiment. Istanbul jusqu'en 1950-1955, c'est la majorité grecque. C'est Pierre le Grand qui a interdit les barbes. Non, c'est Pierre III. C'est Pierre III de Russie qui a interdit la barbe. Qui était un roi allemand, lui, qui était un roi prussien. Dont la grand-mère était... c'était le petit-fils de Pierre le Grand. Et c'était le neveu de Catherine. Catherine I. Première Catherine. Qui, du coup, avait grandi je sais plus, dans le Schleswig-Holstein, je crois. Et il a fait ça, il a fait une oukase, hein, clairement, Pierre III, pour interdire la barbe. Interdire la barbe et imposer l'uniforme prussien en Russie. Et ça s'est très mal mis. Donc moi, sur ce genre de choses, j'ai pas du tout de... Vraiment, hein. C'est... Mesure anti-juif? Non, c'est parce que les orthodoxes portaient la barbe. Et que ça faisait trop clodo. Trop Moyen-Âge.
Enfin, trop. Pas Moyen-Âge, mais. Non civilisé. Non, mais oui, voilà. Et si demain, bah, après, il y a la communauté, je sais pas, moi. La communauté, j'en sais rien, moi, afghane de France. Genre, ils ont 3 villages, ils parlent tous afghan entre eux. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, ça fera du tourisme. Euh, on en fera des vidéos Insta en mode je suis allé voir ce village incroyable où tout le monde parle afghan en France. Voilà, ça fera des trucs à faire aux influenceurs. Je m'en fous. Moi, tout le monde, tant que tout. Et même, si à un moment ils sont une masse critique, c'est à un moment les migrants. Moi, alors, attention, là, les extrêmes ne sont pas d'accord avec ça. Si à un moment il y a toute une population qui s'installe dans une région donnée et qui sont une masse critique, moi je suis pour qu'on leur donne des droits linguistiques à terme, hein, vraiment. Hein. Voilà. C'est comme les Serbes, comme une partie des Serbes en Autriche. Voilà, comme les valseurs dans les vallées italiennes. Les anglophones en Dordogne.